Alors, je voudrais également présenter M. Serge Perrault, qui est ici à ma droite. Alors, M. Serge Perrault, qui est professeur de danse à l'opéra, est sans doute moins connu de vous. Et pourtant, ce fut un familier de Céline, notamment à l'époque de Meudon. Et Serge Perrault est un homme qui a toujours été très discret, car finalement, il n'a jamais rien écrit sur Céline. Il a donné quelques témoignages, mais très rares, ce qui fait que sa présence parmi nous est d'autant plus chère. Et je voudrais que vous le saluiez aussi comme il le mérite. Et à l'extrême droite, si j'ose dire, ça dépend de quel côté on est. Notre ami Paul Chandrillon, critique dramatique à la presse française aujourd'hui. Il a été pendant des années à Valeurs Actuelles au Spectacle du Monde. Vous savez sans doute que sans lui, les disques Céline n'existeraient pas. L'enregistrement des chansons, notamment, c'est à lui qu'on les doit. Et Paul Chandrillon est aussi un des premiers à avoir réalisé une émission radiophonique sur Céline. C'était en 1963 et cette émission s'intitulait Louis-Ferdinand Céline, romancier expérimental. Ajouterai-je pour l'anecdote qu'il fut en 1958 le secrétaire de l'éphémère association des Amis d'Albert Parras. Et bien entendu, je ne vous présente plus notre ami Jean Bastier, dont vous avez pu saluer tout à l'heure l'évolution. Bien, alors je voudrais peut-être, le plus simple je pense, ça sera de faire passer le micro, je voudrais peut-être commencer cette table ronde en posant une question personnelle à chacun des invités. Oui, avant cela, je dois vous dire tout de même, cette précaution oratoire est importante, que chacun des invités ici n'engage que lui, et que les propos qu'il pourra tenir, évidemment, l'engagent lui seul. D'autre part, évidemment, je demanderai à chacun des intervenants d'intervenir un peu dans le domaine qui est le leur. Mais pour commencer, je voudrais peut-être leur poser une question personnelle à chacun d'entre eux, leur demander un peu quel fut leur itinéraire célinien, c'est-à-dire comment ils en sont venus à Céline, quel est le premier livre qu'ils ont lu de Céline, comment l'engrenage s'est fait. Je pense qu'il ne serait pas inintéressant de le savoir. Alors je vais peut-être d'abord passer le micro à M. Perrault, qui est certainement le Célinien le plus rare, celui qu'on a le moins entendu jusqu'à présent et qui a certainement des choses intéressantes à nous dire. C'est pas une question, ça, hein? Mais si. Comment avez-vous découvert Céline? Comment êtes-vous venu à Céline? Eh bien, je suis venu à Céline, c'est d'abord une rencontre. Je dois vous dire que je suis venu à Céline d'abord par Lucette. Lucette, comme vous savez, était une danseuse. Elle est une danseuse toujours, d'ailleurs, je la vois souvent. Elle est restée une danseuse. La manière dont elle parle, dont elle bouge, elle est toujours là. Et elle est là toujours avec sa grâce. D'ailleurs, ceux qui la voient maintenant, qu'elle a toujours cette immense grâce qui ne la quitte pas. C'est un être de grâce. Céline ne s'est pas trompée là-dessus. Et j'ai rencontré donc, j'ai connu Céline de Lucette dans un cours de danse que je fréquentais. C'était un vieux professeur qui s'appelait Madame Derland, Madame m'échappe là. Madame Delessand, oui. Et je prenais ce cours qui était un cours très très difficile, très très dur. Et j'étais à la barre, derrière Lucette, nous faisions nos exercices. Et mon regard était attiré par un homme qui était assis à côté du professeur, sur le banc, là, qui regardait le cours avec beaucoup d'attention, beaucoup de respect pour le lieu de travail. Parce que c'était un lieu de transpiration, de vraiment d'un travail très dur. Et il était là, moi j'ai vu cet homme, j'avais 19 ans à l'époque, je n'ai rien vu de lui, je ne savais même pas que c'était un écrivain, et j'étais très ignorant. Et
le regard de cet homme qui me regardait travailler me fascinait. C'est un regard d'une acuité, d'une présence, d'une intelligence extraordinaire. Et lorsque j'ai terminé mon cours, je me suis trouvé dans le vestiaire avec Lucette. Elle m'a dit, je lui ai dit, qui est cet homme? Il dit, c'est mon ami, c'est un homme que j'aime beaucoup. D'ailleurs, tu vas le connaître si tu veux. Tu vas venir avec moi, on va monter rue des Girardons après le cours et on ira manger quelque chose chez moi. Je vais te présenter. Donc, j'étais présenté à Céline rue Girardon, au 5 rue Girardon, après un cours de danse. Et je vous dis, je n'avais rien lu de Céline, je ne connaissais rien, j'étais très très ignorant. Et à ce moment-là, je me suis dit quand même, je vais dire quelque chose. Et le soir, en rentrant chez moi, il y avait en dessous de chez moi un homme que je connaissais qui lisait beaucoup, qui était un gros lecteur. Je lui ai dit, est-ce que vous avez un bouquin sur Céline? Et je me suis mis à lire Le Voyage. Et ben, je n'avais pas passé ma nuit comme de Noël, lorsqu'il a lu le manuscrit, mais j'ai bien été jusqu'à 3h du matin à lire ça, j'étais bouleversé. C'est fantastique, quelle force. J'ai été épaté, je le suis encore, j'ai passé cette lettre, je suis toujours sous le charme. Et ensuite, je suis devenu assez familier, je montais souvent, j'étais pendant l'occupation. Après, il était très très gentil, il était très très affectueux, nous étions des gamins, évidemment, il ne nous traitait pas, on rencontrait des personnages très connus, Marcel Aimé, il y avait Jeanne Paul, des hommes accomplis, plein d'intelligence et de culture. Et nous, on était comme des gamins au milieu de tout ça, on nous traitait comme des objets, non pas insignifiants, mais voilà, on faisait partie de la maison, mais ça ne nous empêchait pas, nous, de les écouter, de les regarder, d'être fascinés. C'était fascinant. Je me souviens d'un matin, le dimanche matin, il y avait des réunions, comme vous savez, des réunions chez Jeanne Paul, il y avait donc Jeanne Paul, Marcel Aimé, tout le monde parlait, discutait des trucs de l'affaire, chacun avait sa petite histoire, et tout à coup, vers 11h, il faisait une brève apparition, tout à coup, la porte de l'atelier de Jeanne Paul s'ouvrait, comme ça, et tout le monde s'arrêtait de parler, et apparaissait dans l'encadrement de la porte Jupiter. C'était Jupiter. Et là, il lançait un mot comme ça, c'était toujours juste, c'était toujours un mot qui cadrait avec la situation, mais il nous faisait découvrir quelque chose qui était là, au milieu de nous, quelque chose d'évident, et nous, on n'avait rien vu. Tout à coup, il mettait les pendules à l'heure, comme ça, par un mot. C'était fabuleux. Qu'est-ce que je veux dire de plus? Alors, j'ai des différentes anecdotes. J'ai assisté à des... Je sais pas, c'est difficile de dire toutes les images, tout ce que j'ai pu voir de lui comme ça, sans qu'on me pose une question. Je suis là, mais je ne peux pas réciter mon truc comme ça, à l'emporte-pièce. Mais je pense que déjà ce que vous avez dit est très intéressant, d'autant que pour moi ce sont des choses inédites, vous ne les avez jamais dit nulle part. Non, parce que d'abord je n'ai pas le don d'écriture, je ne suis pas capable d'écrire 3 pages correctement, donc c'est pour ça. Si j'avais eu un talent quelconque, et surtout le talent de mon ami Meunier, j'aurais pu raconter des histoires. Peut-être puis-je à présent justement demander à M. Boudard comment il a découvert Céline, quel fut son itinéraire? Alors moi, mon itinéraire a été relativement simple. J'étais en tôle, ça devait être dans les années 48. Le livre de Céline était interdit. Alors tout ce qui était interdit, on arrivait toujours à les avoir par le parachutage, on donnait des cigarettes et puis on avait les livres interdits. Et comme ça, un beau jour, je suis tombé sur Céline. Alors j'avais lu, j'étais assez inculte à l'époque, j'avais lu des livres qui me glaçaient un peu parce que je les trouvais dans les académiques, et puis je me trouvais tout à fait petit garçon et pas de plein pied avec cette littérature. Dans les académiques, et puis je me trouvais tout à fait petit garçon et pas de plein pied avec cette littérature. Et puis j'ai découvert Céline, j'ai découvert quelque chose qui était ouvert. J'ai pénétré dans Céline et j'ai été pris tout de suite. Ça parlait à mon esprit, ça parlait à ma sensibilité, et il y avait surtout un langage qui tout de suite m'a
pris et j'ai lu Le Voyage et puis ensuite les autres livres de Céline. Alors par la suite, j'ai eu une correspondance, je suis tombé malade et j'ai eu une correspondance avec Albert Parras. Alors j'ai eu une correspondance avec Albert Parras parce qu'il parlait d'un médicament qui n'était pas permis, c'était un sérum qu'on appelait le Friedman, et j'ai écrit à Parras pour lui demander ce qu'il en pensait. Alors Parras, il était formidable parce qu'il m'a dit, écoutez, ce vaccin Friedman a guéri mon frère et moi ça a aggravé mon cas. Et ça, j'étais bien avancé. Alors, j'ai correspondu avec Parras, puis j'ai fait la connaissance de Parras. Et alors, j'avais une tuberculose qui traînait avec des pneumothorax, tout ce qu'on faisait à l'époque. Et puis, un beau jour en 56, Parras m'a dit, il faut aller voir Céline. Bon, j'avais des traitements, j'étais suivi, il n'y avait pas de problème. J'avais pas spécialement besoin de voir Céline en tant que médecin. Mais l'idée d'aller voir Céline, bien sûr, je me suis dit, je vais aller lui montrer mes radios. Et puis voilà, alors j'ai été voir Céline dans le décor que vous avez vu tout à l'heure, avec la télévision de Pauwels, très bien reçu. Ce qu'il m'a dit ce que disaient les autres médecins, j'ai rien découvert de mon cas par la science médicale de Céline. Il était au courant de ce qui se faisait à peu près à cette époque. C'était déjà les antibiotiques, ils étaient mal distribués, personne ne le savait très bien, et on arrivait à avoir une accoutumance aux antibiotiques, ce qui rendait les opérations plus délicates par la suite. Et là, j'ai été extrêmement impressionné par ce personnage, parce que je l'ai trouvé, c'était en 56, alors c'était après la parution de Normance, et c'était pas encore le moment où il est revenu sur le devant de la scène, comme avec le Château l'Autre. Alors il avait l'air encore un peu méfiant, assez à l'écart. Bon, enfin, voilà, j'avais vu Céline, je m'étais dit, je sais que c'est le plus grand écrivain du siècle, alors je voudrais le voir. Alors j'avais été voir Céline, et il m'a donné une dédicace sur le voyage au bout de la nuit, et j'ai toujours. Et puis par la suite, j'ai accompagné une fois Albert Parras. Alors l'année suivante, avant la mort de Parras, j'ai accompagné Albert Parras à Meudon. Alors là, ça a été assez cocasse, parce que j'ai trouvé un personnage plus conforme à celui qu'on voit dans l'émission de Pauwels, avec une espèce d'humour constant, sous-jacent, une gouaille toujours en éveil, comme ça. Et il y a eu un dialogue assez intéressant avec Parras, qui lui était un petit peu en retrait, un peu pachydermique, et puis observer les choses. C'était vraiment un moment formidable. Et puis une troisième fois, c'est Parras qui m'a envoyé, j'avais été voir Parras à Vence, et il m'a envoyé, il y avait une grève des postes. Je revenais sur Paris et il m'a dit, il faut porter une lettre à Céline. Alors j'ai été porter une lettre à Céline, et je suis arrivé là, il était avec les chiens, c'était en été, et il m'a dit, j'ai pas le temps de parler, j'ai du boulot, bon, mais asseyez-vous. Alors je me suis assis, et puis il s'est mis à parler, puis je suis resté 2 heures. Et de temps en temps, il disait, j'ai pas le temps, il faut que j'aille travailler. Je dis, mais oui, je me levais, puis il me retenait presque pour parler. Alors il me posait des questions sur Parras, et là j'ai vu un peu une espèce de création célinienne spontanée, parce que il y avait une petite histoire qui s'était passée chez Parras, où il avait des conflits avec la propriétaire de la villa où il se trouvait, et les gens dans le jardin faisaient du feu avec des herbes. Et alors, évidemment, la fumée entrait dans la chambre de Parras, qui était un grand malade, et ça posait un problème. On s'engueulait avec la propriétaire. Alors moi, j'ai trouvé une solution, j'ai été remplir un seau de flotte et j'ai éteint le feu. Alors ça a fait une histoire du diable. Alors je racontais ça à Céline. Alors Céline me demandait des détails, et puis tout d'un coup il en rajoutait. Alors il me disait, alors vous avez pris un seau de merde, et vous... c'était de l'eau. Alors là, il était vraiment heureux de cette histoire, et petit à petit elle devenait une histoire formidablement célinienne. Je le voyais écrite dans un livre de Céline. Alors voilà les expériences que j'ai eues avec Céline.
Il est mort donc en 61. Voilà. Merci. Alors, je pense que Pierre Monnier, vous êtes un de ceux qui avaient découvert Céline grâce à Léon Daudet. Oui, c'est ce que je vais vous dire d'ailleurs. Parce que ça remonte très loin pour moi, ça remonte à mon enfance, à ma jeunesse, ça remonte à 1932. Et à ce moment-là, j'étais, comme beaucoup de Français, je lisais l'Action française tous les jours, et dans l'Action française, il y avait quelque chose qui était absolument saisissant et agréable à lire, c'était l'article leader de Léon Daudet, qui occupait la première colonne de la première page. Et Léon Daudet avait ceci de très particulier, c'est qu'il était un leader politique, il était un des chefs royalistes de l'Action française, mais quand il avait la plume à la main, il parlait de n'importe quoi, c'est-à-dire de ce qui lui passait par la tête. Alors, ce journal extrêmement sérieux, l'Action française est un journal presque austère, il n'y avait pas une illustration, pas une photo, rien du tout. 3 colonnes de Maurras qui étaient d'une analyse politique extrêmement sérieuse, le papier de Bainville, à côté, qui était extrêmement sérieux aussi, et puis sur la première colonne, Léon Daudet qui se laissait aller à tous ses fantasmes. Alors, il parlait souvent politique, mais quand ça l'amusait, il préférait indiquer à ses lecteurs comment réussir une matelote d'anguille. Ou bien, il leur parlait de peinture. C'est ainsi qu'il leur a dit un jour, au grand scandale de beaucoup, vers 1922-23, que pour lui, Picasso deviendrait incontestablement le plus grand dessinateur de l'époque. Il avait des goûts, il avait des passions, et il les exprimait. Il les exprimait d'ailleurs avec un art assez extraordinaire, dans une langue tout à fait remarquable. Et c'est ainsi qu'un jour, en prenant l'Action française, on a lu l'article de Léon Daudet qui disait simplement ceci: il vient de se produire dans le monde des lettres un événement extraordinaire. Il y a un livre qui vient de paraître. Alors c'est un livre qui va mettre des gens en fureur, qui va en enthousiasmer d'autres, mais qui va apporter la révolution. On n'écrira plus après ce livre comme on a écrit avant. Ce livre s'appelle Voyage au bout de la nuit. C'est un médecin qui a écrit ça, un nommé Détouche. Et alors, Daudet consacrait son article leader ce jour-là à la critique de Voyage au bout de la nuit. Et c'est ainsi que moi j'ai découvert Céline. Je me suis procuré Voyage au bout de la nuit, et j'ai été, dès ce jour-là, je peux dire, ça remonte à la fin de 1932, dès ce jour-là, un de ceux qui ont toujours été fidèles à Louis-Ferdinand Céline. Je ne l'ai jamais approché d'ailleurs, même à l'époque où j'aurais pu le faire, à l'époque où je faisais du journalisme, dans les années 1936, 37, 38, où j'aurais eu des occasions, puisque je faisais un hebdomadaire qui s'appelait L'Insurgé, auquel collaboraient des gens comme Ralph Soupeau, le dessinateur, qui voyait Céline presque tous les jours, mais je n'ai jamais approché Céline à ce moment-là. Mais par la suite, après la guerre, quand j'ai su qu'il était en exil, et puis que j'ai constaté, comme tout le monde pouvait le constater, que cette gloire extraordinaire qu'il avait connue jusqu'à 1944 était maintenant complètement mise sous le boisseau, j'ai saisi la première occasion qui s'est présentée d'aller le voir. Et c'est ainsi que j'avais un camarade, j'avais un ami, Victor Soulinck, qui s'occupait de radio, qui était très musicologue, et qui dirigeait en même temps une association, un groupe folklorique qui s'appelait La Bourrée, des Auvergnats. Et Victor Soulinck me dit: écoute, j'organise une tournée de 3 semaines au Danemark, j'emmène tous mes Auvergnats, tu viens avec nous. Et je lui dis: mais moi je suis pas Auvergnat, je suis breton. Il me dit: ça ne fait rien, tu nous serviras de correspondant de presse. On n'est pas raciste. On n'est pas raciste. J'ai donc fait cette tournée. Et Victor Soulinck m'avait dit, très discrètement: j'ai un moyen, j'ai un tuyau pour aller trouver Ferdinand, dont on savait simplement qu'il était quelque part en exil, on ne savait pas où. Et en fait, je me suis rendu compte que Victor Soulinck avait obtenu le tuyau pour savoir où se trouvait la résidence de Céline par l'intermédiaire de l'attaché culturel de l'ambassade qui avait fait ça tout à fait en secret et bien entendu sans en référer à l'ambassadeur Girard de Charbonnières qui n'avait qu'une idée, c'était d'expédier Céline en France pour donner satisfaction à la demande d'extradition. Mais l'attaché d'ambassade, lui,
qui était un attaché à la vie culturelle, qui probablement avait quelques connaissances par là en matière de littérature, avait glissé en douce l'adresse à Victor. Et c'est comme ça que nous nous sommes trouvés un après-midi dans cette chaumière de Klarsgård, à côté de Corseur, où nous avons été reçus avec une sympathie extraordinaire par Lucette, par Ferdinand et par toute la basse-cour, tous les animaux qui étaient là. Tout le monde était là. Alors nous avons eu, ça a été mon premier contact avec lui, et ça a été extrêmement sympathique, car il était dans un bon jour, il était décidé à nous dérider, à parler, à blaguer, à raconter des histoires. Il nous a même dit, vous savez, quand je reçois des gens de France, il en recevait presque jamais d'ailleurs, car il fermait sa porte à tout le monde, mais quand je reçois des gens de France et il n'a pas dit qu'ils me sont sympathiques, mais enfin quelque chose comme ça, je sais qu'ils viennent pour trouver un peu de Céline, alors je leur en donne. Je leur donne du Céline. Et effectivement, il nous a fait rigoler pendant 3 ou 4 heures, notamment lorsqu'il nous a expliqué qu'il n'avait jamais collaboré, ni fait quoi que ce soit de ce genre, mais qu'après tout, puisqu'on le poursuivait pour collaboration, et qu'il y avait des quantités de gens très bien, qui étaient également poursuivis pour collaboration, il ne demandait pas mieux que de monter dans la charrette avec les autres. Mais, disait-il, je monte dans la charrette parce que je le veux bien. Moi, je suis une femme du monde. Je baisse quand je veux. Et toute la journée s'est déroulée comme ça. Et ça a été ma première journée, mon premier contact avec Louis-Ferdinand Céline, au Danemark, dans son exil. Et c'est après ce voyage que, de retour en France, je me suis acharné à l'aider. Alors ça a été une mésaventure, une histoire incroyable. Ça serait trop long d'en parler. C'est dans Ferdinand Furieux. Alors je pense que vous, Paul Champillon, si ma mémoire est fidèle, c'est une chose quand même peu commune, c'est votre mère qui vous lisait des extraits de Mort à crédit. Oui, c'est exactement ça, sauf que c'est le contraire. Ah. On reste mal écouté. Je ne sais pas ce que je voulais dire, mais la mémoire, parfois des distances. Oui, moi, non, c'est amusant, Marc a tout à fait raison de rappeler cet aspect des choses. C'est-à-dire que moi, le premier livre de Céline que j'ai lu, c'est Mort à crédit. Et je crois que je suis bien tombé. Parce que c'est peut-être le plus brillant de tous les éblouissants. C'est le voyage au bout de la nuit, évidemment, c'est quelque chose de terrible, mais pour l'enfant de 13 ou 14 ans que j'étais à l'époque, c'était peut-être un peu difficile d'entrer dans ce cheminement, ce voyage initiatique. Alors, la chance a voulu que je tombe sur Mort à crédit, qui est, encore une fois, je ne sais pas comment dire, beaucoup de choses, mais en tout cas un extraordinaire divertissement. Je crois qu'il y a un certain nombre de gens dans cet hexagone qui ont essayé de bonne foi de lire Mort à crédit, qui ne sont pas parvenus. On me le dit des fois. Je me comprends. Moi, c'était un peu particulier parce que j'avais passé ma jeunesse à la suite de circonstances historiques aussi qui seraient peut-être un peu trop longues à raconter. J'avais passé ma jeunesse à Pantin. Pantin, qui est une espèce de port de pêche qui se trouve à l'est de Paris. Et je peux vous dire que c'est pas piqué les hannetons, et c'était pas piqué les hannetons non plus au temps de ma jeunesse. C'est un autre genre, de hannetons. Et alors à côté, il y avait Aubervilliers, c'était juste sur la frontière. Bon, or, pourquoi faut-il préciser ça? C'est que le langage de Céline, ce qui était imprimé sur ce livre, c'était mon langage, ma langue maternelle. C'était le langage et le rythme qui était celui que je pratiquais, qui était ceux que je pratiquais quand j'étais à l'école, quand j'étais dans la rue avec mes petits camarades. Et je parle de ma famille, non, parce que bon, c'est pas tellement le même genre. Mais c'était le langage local, voilà. C'est un peu difficile à démontrer, ça, mais c'est un fait. Et cette familiarité, a priori, avec ça, ça m'a permis de découvrir tout de suite l'énorme vis comica qui se trouve dans Mort à crédit, et dans Céline en général d'ailleurs. Je crois, je vais un petit peu me dire, je crois qu'on a très mal lu Céline jusqu'à présent, et peut-être moi aussi d'ailleurs jusqu'à un certain point.
Je pense qu'il y a une chose qu'on a pris en charge, c'est que Céline n'a peut-être jamais, peut-être un petit peu moins vrai pour le voyage au bout de la nuit, qui est un roman, vraiment. Mais je crois que Céline n'a jamais écrit, avec ses livres, que des poèmes. Vous savez, il y a un livre de Gogol qui s'appelle, il a 2 titres, il s'appelle Les aventures de Tchitchikov, il s'appelle Les âmes mortes. Et ça se présente comme un roman, c'est de la prose, on raconte l'histoire et le chapitre. Et puis, en dessous, Gogol a écrit poème. Il n'a pas écrit roman, il a écrit poème. Et je crois qu'on pourrait parfaitement appliquer ça au livre de Céline. Et je pense que si on ne les lit pas comme des poèmes, on ne comprend pas bien où il veut en venir. Si vous voulez vous en faire la démonstration à vous-même, prenez un livre terrible, pathétique, si vous le remplacez dans sa perspective historique, prenez l'École des cadavres et lisez les 20 ou 30 premières pages de l'École des cadavres. Et c'est évident que s'il ne s'agit pas d'un élément poétique, il ne s'agit pas de quelque chose qui ne fait pas référence au cartésianisme, on ne comprend pas pourquoi il raconte ça. Et on ne comprend surtout pas l'extrême violence verbale, l'extrême agressivité de ces pages. Je vous rappelle qu'il s'agit d'abord, il y a une lettre, une lettre d'un juif, dont Marcel Sauvage, qui était un critique de l'époque, un homme tout à fait merveilleux, a écrit dans un journal qu'elle était parfaitement authentique. Il a écrit « J'ai vu cette lettre ». Bon, c'est pas une création de Céline, la lettre de Salvador. La lettre de Salvador, elle était authentique. Elle a dit Marcel Sauvage. Bon, c'est une lettre d'une violence maladroite extrême. Et puis après, il y a l'histoire du narrateur, qui est l'auteur lui-même de Céline, qui va le long de la Seine et il voit une sirène qui est là dans la boue, dans les chiens crevés, dans les flaques de mazout, n'est-ce pas? Et il y a un dialogue avec cette sirène que je ne peux pas entendre de vous résumer. Et il est évident que si on n'a pas affaire à quelque chose qui a pour objet de donner d'abord le diapason, le rythme, n'est-ce pas? Et puis aussi d'enfoncer une porte, d'enfoncer la porte du lecteur. On ne comprend rien. On dit pourquoi il raconte ça dans un livre d'actualité qui a pour sujet la guerre qui est en train de se préparer. Ce n'est pas la guerre du Golfe, je vous rappelle, c'est l'autre. Je dis ça, je sais pourquoi je dis ça. Et puis, qui a pour objet de, comment dirais-je, de faire tomber les bouchons qu'on peut avoir dans les oreilles. Alors, c'est un procédé complètement poétique. Il n'y a pas d'autre explication. D'ailleurs, si on en a le temps, et si Marc le permet, on lira, si vous voulez, tout à l'heure, 1 ou 2 pages de Céline qui illustrent bien cette démarche. Et donc, je crois que ce serait une chose essentielle à dire. On va peut-être y revenir. Absolument. Pour terminer ce premier tour de table, on va passer le micro à Jean Bastier. Et je voudrais lui demander, après le superbe exposé de tout à l'heure, si précisément le premier livre qu'il a lu, c'est Voyage de la nuit. Moi, c'est banal. J'ai abordé Céline par curiosité d'historien, je dirais, lorsque j'avais un historien honnête, lorsque j'avais 18 ans. Je suis français d'Algérie d'origine, ça se passait en 1962, et j'ai commencé par D'un château l'autre. Et c'était une curiosité historique. Mais précisément, j'ai été arrêté, suspendu, lorsque il y a cette dispute avec la barque à Caron, où il se traite de glaïeul, de colocante, etc. Et à partir le jour où j'ai lu cette page, je suis devenu un passionné de Céline, et c'est en lisant récemment le livre de Nicole Debris que j'ai compris, j'ai pu mieux analyser ma passion célinienne. Il y a un passage du livre de Nicole Debris où vous expliquez le rire de Céline, avec cette citation extraordinaire où Céline dit que sa mère riait toute seule en préparant les vieilles dentelles, et il dit « Moi j'ai en moi un rire gros, un rire énorme ». Alors c'est ce
ce rire de Céline, qui est quelque chose de mystérieux, de mystique peut-être même, comme vous le disiez tout à l'heure, qui me retiendra. Bien, alors je vous propose maintenant un deuxième tour de table où je vais poser à chacun d'entre vous une série de questions qui vous concernent plus particulièrement. Je voudrais tout d'abord demander à M. Perrault, donc, pour qui la danse a été toute sa vie durant vraiment une passion, quel jugement portez-vous sur les textes de Céline qui étaient destinés à la danse? Parce que finalement ce sont des textes qui ont été très peu commentés. Et pourtant, Céline, on sait, attachait énormément d'importance à ses ballets. Il le dit dans plusieurs interviews. Alors, puisqu'on a la chance d'avoir, pour cette table ronde, quelqu'un qui connaît la danse intimement, je pense qu'il ne serait pas inintéressant de vous demander votre avis là-dessus. Je crois que il répond, Céline exprime bien ce qu'il voit par la danse. Nicole Debril dit bien également. Elle dit c'est pas tellement la beauté physique, hein, c'est pas tellement la forme par elle-même qui passionne, c'est l'élan chez le danseur, c'est l'élan, c'est cette volonté, ce désir d'échapper à la pesanteur. Vous voyez bien que le discours célinien, et il choisit toujours, il oppose toujours la légèreté, il en parle toujours, hein, la légèreté à la pesanteur. Et il parle toujours de ça. Et ce qui l'émeut dans la danse, et ce qui l'émeut chez le danseur, c'est cette recherche d'échapper à la pesanteur. Ça me paraît absolument capital chez lui. Ça me paraît essentiel. Il le dit plusieurs fois, ils sont lourds. Bah, ils aimaient bien les danseurs parce qu'ils les trouvaient plus légers, déjà. Quel jugement portez-vous sur les ballets? Est-ce que vous les considérez aussi, comme beaucoup de Céliniens, comme des textes mineurs? Écoutez, non, ce qu'écrit Céline, tout à l'heure vous disiez, c'est toujours la poésie. Alors, ces ballets sont pas mineurs, ils sont une valeur entière formidable. Mais je dois dire que j'ai été en correspondance avec lui, parce que vous savez que son plus grand désir, c'est la plus grande joie qu'il aurait pu avoir, c'est d'assister à une représentation d'un de ses ballets. Ça, je crois que c'est une chose qui ne m'a pas connu. Je crois que ça aurait été pour lui quelque chose de fantastiquement gratifiant. Ça, il aurait adoré ça. Et j'ai été en correspondance avec lui parce que il était question. J'étais alors danseur chez Roland Petit et nous faisions un spectacle à New York et c'était en 49. J'avais eu son adresse au Danemark et j'avais dit à Petit, écoute, moi je crois qu'il faudrait essayer de faire quelque chose avec Céline. Il avait l'habitude, Roland Petit, de faire venir les auteurs. Il faisait venir un auteur, il travaillait avec eux. Alors, lui, écoute, avec Céline, ce serait extraordinaire que si on pouvait le faire venir, c'est un peu naïf, hein, le faire venir à New York, tu pourrais travailler, élaborer un spectacle. Et puis, on m'a dit, oui, mais tu sais, j'ai pas l'impression que ces ballets, c'est bien, il n'est pas dans le cours, les ballets. Entre nous, je trouve que c'est vrai. Maintenant, un ballet, c'est 4 lignes, hein, c'est 3 lignes, c'est une idée. On ne fait plus 3 actes, on ne fait pas 15 pages d'une histoire, etc. C'est une belle voix normand, c'est terminé. Donc, je comprenais bien ce que Roland Petit disait. Céline se part dans les détails, c'est des ballets assez 1900, il faut le dire. Hein, c'est un peu. Mais ceci dit, la facilité de cette unité formidable, j'avais dit à Petit, quand même, rentre en contact avec lui. Donc j'écris à Céline, au Danemark, et je lui propose, est-ce que ça vous intéresserait de faire un travail? Il m'a répondu, bien sûr, et il m'a dit, je vous envoie tout de suite Foudroyer des flèches. J'ai reçu Foudroyer des flèches, mais évidemment, quand Petit a lu Foudroyer des flèches, ça ne lui convenait pas. Il dit non, je ne peux pas monter un truc comme ça. C'est pas donc ça ne discute absolument pas sur le plan littéraire, hein, c'était pas du tout, mais simplement sur l'exploitation d'un texte comme ça pour un ballet, ça lui paraissait complètement démodé. Donc c'est vrai, il faut le dire. Et Louis espérait toujours. Alors j'ai encore écrit, voilà, mais vous ne pourriez pas venir. Je ne savais pas, je ne connaissais pas tout à fait la situation qu'il avait au Danemark. Je ne savais pas que c'était, pouvait se soustraire facilement à l'état de semi-prison où il était là-bas. Et alors moi j'ai dit, il va venir à New York. Alors je lui ai dit, il va venir à New York. Mais qu'est-ce que c'est New York? C'est un rêve, de quoi vous pensez? Mais non, j'étais tout à fait à côté de la plaque. Et puis finalement, on a échangé 2-3 lettres, on a reçu le manuscrit, Roland Petit l'a gardé, d'ailleurs il l'a jamais rendu.
Et donc on n'a jamais pu travailler avec lui. Mais moi je suis certain que s'il avait eu un contact avec qui avait beaucoup d'imagination, si on avait pu avoir Céline avec nous pendant un mois, il serait sorti quelque chose du chapeau. On a fait quelque chose de tout à fait dans le coup, tout à fait adapté à l'esprit de l'époque, l'esprit moderne du ballet. Ça fait vraiment, il avait fait dire que nous, comme ça, qui est l'autre qui est venu faire un ballet en Amérique, comme ça, avec ce système. Voilà, donc ça a échoué. Ceci dit, pour revenir à la danse, vous savez que les dernières paroles, lorsqu'il a terminé Rigaudon, donc le 1er juillet 61, le jour de sa mort, il a terminé Rigaudon et il a dit à Lucette, je vais écrire un bouquin sur la danse maintenant. En fait, le bouquin sur la danse n'a jamais été écrit. Il aurait écrit quelque chose sur la danse. Il a dit ça, c'est les derniers mots qu'il a pu dire, c'est avant de tomber définitivement malade. J'ai fini Rigaudon, je vais te faire un bouquin sur la danse. Qu'est-ce que ça aurait été ça aurait été un super Valérie, mais beaucoup plus, sûrement beaucoup plus vivant, moins abstrait. Je crois. Merci beaucoup. Alors, à M. Boudard, je voudrais évidemment, je crois qu'on peut l'applaudir. Alors, à M. Boudard, je voudrais évidemment poser une question sur le langage de Céline. Je voudrais savoir si votre vision du langage de Céline s'est modifiée dans le temps. Est-ce que, à l'époque où vous l'avez découvert, est-ce que ça vous semblait plus fort que ça ne vous semble aujourd'hui? Est-ce que, avec l'évolution également du langage tel qu'on connaît aujourd'hui, quelle est votre perception de cela? Alors d'autre part, je voudrais par ailleurs vous demander, on vous a souvent situé un peu comme un disciple de Céline. Qu'est-ce que vous en avez retiré? Évidemment, tout le monde sait que vous ne faites pas du Céline, ce que vous faites est tout à fait différent, mais qu'est-ce que vous avez pu glaner chez Céline pour votre œuvre personnelle? Alors, sur le plan du langage, il n'est pas changé du tout d'opinion après la première lecture. Elle n'en fait que se renforcer. Et je compare un peu le Voyage au bout de la nuit, ce qui est dans l'œuvre de Rodin, La porte de l'enfer. C'est-à-dire qu'il y a tout dans le Voyage au bout de la nuit. Et après, on va voir se développer certains thèmes qui sont déjà dans le voyage à travers les autres livres de Céline. Alors, sur le plan du langage, celui que je trouve le plus achevé, comme Paul Chandrillon, c'est Moracrédie. Parce que Moracrédie, il démarre au ras du trottoir. Il parle du langage de Pantin, moi c'était le langage des Gobelins et de la Porte d'Italie. On est de plein pied. Et Céline a trouvé une chose tout à fait exceptionnelle, c'est qu'il a su recréer dans la littérature le mouvement de la création de la langue argotique et populaire. C'est-à-dire qu'il y a une langue qui se fabrique comme ça au jour le jour, qui est faite de trouvailles spontanées, qui est des fois la création de gens qui sont totalement illettrés, et puis qui tentent à disparaître. Il y a quelques mots qui restent. Il y a quelques mots qui restent accrochés, que les écrivains d'argot mettent dans leurs livres, et puis ces mots restent, vont dans le langage populaire, et puis finissent par aboutir dans le dictionnaire. Et chez Céline, il y a cette façon de faire qui prend un mot existant, et puis qui le déforme peu à peu. Alors je prends dans le Château l'autre, il parle souvent du chat Bébert, qui est donc le greffier. Le greffier en argot, c'est le chat. Et Céline coupe et dit, des fois, le greffe. Puis après, il fait le greffeton. Il joue avec ce mot. Et ça, c'est exactement la façon de faire avec le langage argotique. On prend le mot cinématographe, on fait cinéma, on fait ciné, puis on fait cinoche. Et il y a tout le temps ce jeu d'invention et de création qui est complètement spontané, que Céline retranspose. Et alors là j'ai vu quelque chose de tout à fait exceptionnel, parce que ça n'existait pas. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui étaient à l'écoute du langage de la rue ou du langage argotique, et qui le mettaient dans leurs livres,
lorsqu'il faisait parler des gens du peuple ou des truands, ben on allait à la ligne, on mettait un tiret et puis on les faisait parler. C'était des livres de Francis Carco, c'était tout un tas de romans déjà à partir de la moitié du 19e siècle, où lorsque Balzac fait parler des truands et des bagnards dans Splendeur et misère des courtisanes. Mais là, tout d'un coup, ce langage est repris, remalaxé avec tout le reste de la poésie célinienne. Paul a raison de parler de poésie, parce que c'est ça, c'est le mouvement surtout. On est surtout pris par une espèce d'immense chanson. C'est ça l'œuvre de Céline. Il faut la voir de cette façon. Bien sûr, elle véhicule des tas de choses, parce que si on prend le Voyage au bout de la nuit, on peut le découper en aphorismes. Et on aura un livre d'aphorismes qui est à mettre à côté de La Rochefoucauld, à côté des plus grands penseurs un peu pessimistes, bien sûr. Alors, pour en revenir au langage, je dis que ça a été le plus grand créateur de langage et de langage populaire retransposé. Alors, l'influence qu'il a eue sur moi, elle est simple, c'est que si je ne lis pas Céline, je suis glacé par l'écriture et je n'ai pas envie d'écrire. Je me sens incapable d'écrire comme André Gide. C'est quelque chose qui est très loin de moi, c'est très loin de ma sensibilité. Tandis qu'à partir du moment où j'ai lu Céline, bon, évidemment, dans toute littérature, au départ, il y a imitation. Alors, évidemment, on a tendance, et ça, c'est le grand risque. Alors, il faut dépasser ça. On a souvent comparé, et Céline s'y est appliqué, il s'est comparé aux peintres impressionnistes, c'est-à-dire plus de jours d'atelier, on va dehors avec son pinceau et puis sa toile. Eh bien, il est le plus grand écrivain impressionniste, si vous voulez. Bon, eh bien, on peut aussi faire des tableaux impressionnistes, et il faut chercher son propre style, il faut le découvrir peu à peu. C'est ça tout le travail. Alors voilà, je suis un petit cousin, voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Alors à notre ami Pierre Monnier, qui est un exceptionnel témoin de cette époque-là, et même de l'époque postérieure, je voudrais demander qu'il évoque un peu pour nous, parce que je crois qu'aujourd'hui, peu de gens s'imaginent à quel point la conspiration du silence dont Céline a été victime dans l'immédiat d'après-guerre, à quel point elle existait et elle était pesante. Et je voudrais que, si vous voulez que par quelques petits faits précis, vous puissiez faire comprendre, éventuellement à la nouvelle génération, parce que vous avez vu qu'on est ici un public mélangé, à quel point, et j'en suis la preuve aussi, à quel point Céline était vraiment boycottée à l'époque où finalement vous l'avez édité. C'est extrêmement simple. On parle de conspiration du silence, et il n'y a rien à dire, parce que le silence, c'est le silence. Et en ce qui concerne Céline, qui avait été un écrivain mondialement connu et célébré avant la guerre. Car dès la parution de Voyage, Céline est devenu célèbre, il a fait des tirages prodigieux, et ça a duré jusqu'à 1944. Du jour au lendemain, le silence a été total. Et quand le silence était interrompu, c'était uniquement pour laisser filer une bordée d'injures, le traître, collabo, etc. Ou le sarcasme, ce qui était relativement rare même, car c'était vraiment le silence qui caractérisait l'affaire. On ne parlait plus de Céline. Et même le peu que l'on en disait était quelque chose de tout à fait étonnant, je peux en témoigner, car je l'ai entendu. Il y a des gens qui donnaient comme une vérité absolue que Céline était un écrivain démodé, dépassé, dont le style était quelque chose qui était lié à la période d'avant-guerre et qui ne pourrait plus avoir la moindre audience à partir de 1945. C'est une chose que l'on a entendue, n'est-ce pas? C'était la vie de Monterland. Mais oui, c'était la vie. Et Sartre. Et Sartre, mais bien entendu. On retiendra une phrase qu'il a mis en exergue dans La Nausée, c'est tout. Ah oui, c'est cela. Car La Nausée
et débute derrière une phrase de Céline, de l'Église. Ce qui fait que d'ailleurs Céline n'a pas manqué de le lui rappeler, n'est-ce pas, par la suite. Mais c'est pour dire que le silence a été quelque chose de total et d'absolu. Et il ne pouvait être rompu que pour des manifestations de haine. Alors, je vais enchaîner là-dessus, si vous voulez, parce que c'est tout de même intéressant. Au milieu de ce silence et de ces quelques manifestations de haine, il y a eu tout de même 2 ou 3 manifestations de courage qui font plaisir. Et je vais en raconter une parce qu'elle m'est personnelle, que j'y attache la plus grande importance et que je considère que c'est quelque chose qui est absolument étonnant compte tenu du contexte de l'époque. En 1948-49, à l'époque où j'ai connu Céline, je gagnais ma vie en faisant des dessins dans les journaux. Je dessinais notamment dans une revue qui s'appelait Aux Écoutes. Aux Écoutes appartenait à un homme, un vieux journaliste, qui s'appelait Paul Lévy. Un grand journaliste, mais un journaliste très très connu, qui avait une place considérable dans la presse parisienne. Paul Lévy, qui était juif bien entendu, s'était caché pendant les 4 ans d'occupation, avait été résistant, etc. Il avait selon toutes les caractéristiques du juif de la résistance. Et ce Paul Lévy était donc mon patron, puisque je donnais des dessins à Aux Écoutes et je gagnais ma vie avec ça. Je dois dire que j'avais un très grand respect pour ce Paul Lévy, car il était à cette époque-là le seul patron de presse qui payait comptant. Or, je vais vous dire comment ça. Écarter les 2 bras, et il m'a dit, comment peut-on faire tant de mal à un homme de ce génie? Et à partir de là, il m'a posé des questions, et il m'a dit ceci: écrivez tout ce que vous voulez dans Aux Écoutes, faites passer tout ce que vous voulez, et proposez à Céline, de ma part, 100 000 francs. 100 000 francs en 1948. Céline n'a jamais accepté les 100 000 francs, mais Paul Lévy a renouvelé son offre 7 ou 8 mois plus tard en envoyant au Danemark un de ses collaborateurs, qui était également un journaliste juif d'ailleurs, qui s'appelait Jean-Pierre Dorian, et qui a été au Danemark pour reproposer à Céline les 100 000 francs, qu'il a évidemment de nouveau refusé. Eh bien, je ne laisse jamais passer une occasion, c'est ce que je fais en ce moment d'ailleurs, de rendre hommage à ce Paul Lévy, parce que je peux vous dire une chose, pour un homme comme lui, qui était juif, à cette époque-là, avoir le courage de prendre position en faveur de Céline comme il l'a fait, car à la suite de la conversation que j'ai eue avec lui, il a continué à s'occuper de Céline, à le défendre, et publiquement, Paul Lévy a été de la petite troupe de ceux qui ont toujours aidé et soutenu Céline dans les années les plus difficiles. Eh bien, je rends toujours hommage à Paul Lévy parce que vraiment, j'ai eu là devant moi l'exemple d'un courage et surtout d'une liberté d'esprit extraordinaire. Quand on sait ce qu'il a pu entendre comme engueulade par la suite, ça a été effrayant. Il a été attaqué, il a été traîné dans la boue, il n'a jamais plié. Il a écrit à Céline, il est resté en correspondance avec lui, et jusqu'à sa mort, il est resté l'ami de Céline. Et ça, je trouve que, dans le contexte de cette époque, je ne sais pas si ça répond bien à la question que Marc m'a posée, c'est le genre de choses qui est... Merci beaucoup. Je tenais à la raconter. Je dois dire que le temps passe à une vitesse extraordinaire. Nous allons devoir bientôt conclure parce que la salle va nous être reprise. Mais pour terminer ce deuxième tour de table, je voudrais demander à notre ami Chandrillon de nous parler un peu de ces textes interdits que sont les pamphlets et que lui il préfère appeler comme Céline du reste les poèmes historiques, cette expression est de Céline lui-même. Et pour vous, Paul, les pamphlets, ce sont des textes datés, bien entendu, mais ils ont pour vous aussi, je pense, une résonance tout à fait actuelle. Est-ce que vous pourriez nous en parler, mais en vous demandant tout de même d'en parler relativement brièvement, car il est déjà 11h, bientôt 45. La soirée commence. Oui, moi je suis un peu crispé sur ça, mais tu sais, je pense, c'est mon métier, mais je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus, les mots c'est très important. Hein,
travail le plus efficace fait par des gens qui ont entrepris de prendre en main la société. Je les situerai pas plus précisément. Il commence par le dictionnaire. À partir du moment où on commence à changer le sens des mots, c'est foutu. Vous êtes muselé, vous ne pouvez plus rien dire. Bon, évidemment, l'usage du mot pamphlet, en ce qui concerne les 3 livres, les 4 livres, si on compte bien plus pas, les 4 livres historiques de Céline, ne participe pas de cette volonté de dégradation et de prise en main. Mais je pense que c'est fautif à plus d'un titre, c'est fautif au titre du littré, relisez l'article pamphlet dans le littré, vous verrez que c'est un mot assez péjoratif, ça désigne un petit écrit de circonstance de peu de pages. C'est précisé dans les 4. Bon, c'est donc pas un mot qui convient du tout. Bon. D'autre part, si on commence à parler de pamphlet, j'ai connu un monsieur il y a très longtemps, monsieur Tétanger, et qui, au moment de la publication de Bagatelle pour un massacre, elle l'avait lu. Il l'avait lu en sautant les balais. Vous savez que les balais de Céline, on en a parlé tout à l'heure, sont inclus dans Bagatelle pour un massacre. Et que Van Bagadène, que notre ami Marc Leclou a repris comme enseigne, à très juste titre, c'est un ballet très allusif, c'est un ballet idéologique, c'est un ballet politique. Relisez-le, voyez comment ça se termine, ça finit le livre. Bon, c'est donc la conclusion et la morale du livre, c'est pas par hasard. Alors, je crois qu'il ne faut pas dire pamphlet. Je crois que le mot poème s'applique tout particulièrement à Bagatelle pour un massacre. On l'a dit tout à l'heure, et M. Boulard nous a dit que, je suis complètement d'accord avec lui sur ce plan, c'est que Moracrédit est certainement l'un des livres les plus accomplis, les plus riches, les plus rythmés, les plus symphoniques de Céline, mais je crois qu'on peut en dire tout autant de Bagatelle pour un massacre, et je dois dire aussi que Bagatelle pour un massacre a désarmé la critique quand ça a paru. Ils sont tous restés pantois. Il y a des gens qui ont dit beaucoup de bien, et très justement, de ce texte. Je pense notamment à Robert Razillac et à quelques-uns. Et Léon Daudet, l'article de Léon Daudet, est éblouissant, Robatet. Et puis, il y a des gens, par exemple, comme Marcel Arland, dans la Nouvelle Revue française, qui ont écrit des choses moins enthousiastes, peut-être, mais extrêmement justes aussi. Relisez l'article d'Arland, il est exemplaire. Et Gide, parfaitement, qui était quand même aux antipodes. Il a comparé à la satire Ménippée. Voilà, je crois que c'est une comparaison très juste. Alors, là aussi, si vous ne prenez pas le livre dans son ensemble, ce livre qui a été écrit, c'était dans le film qu'on a vu tout à l'heure, je crois, qui a été écrit en un mois, alors que Céline retravaillait ses livres. Oui. C'est donc un écrit d'urgence. Et il l'avait complètement à l'intérieur de lui-même, et il a sorti ce texte qui est un poème. Marc Leclou nous a dit implicitement qu'il était trop tard pour lire les. Mais oui, textes. malheureusement, l'heure est là. Mais je vais vous en montrer un. Si c'est pas un poème, alors je me demande ce que c'est. Bien. Paraz, à la fin de Valser Saucisse, il a pris les lettres de Céline, il a gardé la typographie des lettres de Céline, il a fait des poèmes. Voilà. Donc je pense, alors, évidemment, je suis un peu gêné de m'étendre, mais il faut bien le dire aussi, le poème c'est très important parce que ça porte le rythme du langage, ça porte les racines du langage, et ça porte aussi ce que Céline refusait, il refusait complètement nous, il s'en moquait de le prononcer d'une manière dérisoire. Ça porte tout de même un message, n'est-ce pas? Et je crois qu'il est extrêmement intéressant, prodigieusement intéressant, quand on est un peu au courant, bien sûr, parce que et puis si on n'est pas dans la position des gens qui sont contents du monde tel qu'il nous le vivons actuellement, tel qu'il est. Parce que si on est content, c'est pas la peine de lire, il y a regarder la télévision. Mais si on n'est pas tout à fait satisfait du monde tel qu'il est, en 1991, je pense qu'il est extrêmement intéressant
de reprendre ces livres, et notamment celui-ci, Bagatelle pour un massacre, et de relire ce poème en essayant de le superposer à la réalité d'aujourd'hui. Et de se dire quelle est la part de vérité qu'il y a dans ce livre. Je ne dis pas que ce livre est la vérité, parce que la vérité c'est inaccessible pour tout le monde. C'est comme le soleil, on ne peut pas aller dedans. Bon, mais en revanche, on peut tout de même s'en approcher un petit peu. Et de le relire en se posant cette question. Voilà, je crois que c'est un petit peu ce qu'on peut dire très rapidement, mais on pourrait parler encore pendant une heure. Eh bien voilà, je pense que le moment est venu de se séparer. Je tiens à remercier beaucoup, tout d'abord Éric Roen, qui est le président du Cercle Horizon. Il faut que vous sachiez, amis célyniens, que sans lui, cette réunion n'aurait jamais pu avoir lieu à Paris. Et je tiens aussi à remercier tous les invités, messieurs Boudard, Chandrillon, Bonnier, Perrault et Bastier. Et j'allais terminer par vous. Je tiens vraiment à vous remercier de vous être déplacés pour cette deuxième assemblée. Et qui sait, à l'année prochaine. Merci encore.